Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Écoutons Ananel Jamali et Anthony Gutmann, créateurs et dirigeants du Remix, sur le thème « Le coworking comme espace d'innovation ». Alors, comment et quand avez-vous commencé à vous consacrer aux espaces de coworking, corrélatifs à l'arrivée du coworking sur le marché ? À votre avis, est-ce une évolution à valeur sociale et sociétale de l'open space à l'américaine ? Et quelle est en résumé, selon vous, l'histoire du coworking jusqu'à aujourd'hui ? Alors, merci de nous inviter, Anne-Charlotte. Je t'en prie, Anthony. Ça va être un plaisir. Alors, je suis un peu embêté pour répondre à cette question parce que pour nous, ce qui se passe avec le coworking n'est en fait pas relatif à l'espace au départ, ou en tout cas pas directement. Ça l'est devenu après, on en parlera. Pour nous, le coworking émerge d'un changement d'ordre sociétal. Et ce changement, c'est quoi ? C'est qu'on est passé d'un monde à un autre. C'est-à-dire qu'en gros, on est passé du monde de l'individualisme, de la verticalité, de la hiérarchie bien virile, entre guillemets évidemment, à quelque chose qui respire plus le partage, qui ouvre plus d'horizons, qui est plus horizontal, bien sûr. Et du coup, ça a changé les habitudes de travail. Et c'est dans cet environnement-là que le coworking est né. Pour être précis, tu as à la fin des années 2000 les premiers freelances. Enfin, au début des années 2000, pardon, les premiers freelances. Les premiers freelances, c'est des graphistes, c'est des développeurs, c'est des gens qui travaillent seuls et qui, au début, sont des stars parce que c'est des gens qui arrivent, que tout le monde s'arrache et que tout le monde a envie d'avoir avec soi. Et puis, c'est des gens qui, à un moment donné, dépérissent parce que, justement, en étant seuls, ils ont du mal à trouver des clients, ils ont du mal à renouveler leur capital humain, c'est-à-dire développer leur savoir. Et puis, ils ont eu l'idée, en fait, de se regrouper. Mais si tu veux, le coworking, c'est une problématique de se réunir, de réunir des humains ensemble pour partager du savoir, pour partager des expériences, pour partager des bons moments. Et d'ailleurs, à l'époque, le lieu était relativement accessoire, puisque c'était en 2005 à San Francisco, et c'était dans, je crois, une ancienne association féministe ou lesbienne de San Francisco, qui s'appelait Spiral Muse, je crois. Et donc voilà, le lieu n'était qu'un prétexte pour réunir des gens. D'accord, c'était une sorte de naissance en résistance, non ? Oui, mais pas vécu comme ça, parce que les gens répondaient à un simple besoin qui était je me sens seul. Mmh. Et comme je me sens seul, je veux plus être seul, qu'est-ce que je peux faire ? Et on n'a rien trouvé de mieux que réunir des gens. C'est des vieilles choses, en fait, mais qu'on remet au goût du jour. Mais et alors, en termes d'espace, moi j'ai forcément par peut-être déformation du métier, je lis ça à l'open space parce que moi j'ai travaillé sur des open space. J'ai commencé à arriver sur le marché du travail il y a un certain temps, dans les années 80, début des années 90, et je travaillais chez un archi qui travaillait et aux États-Unis et en France, et donc on était sur un open space qui n'était pas du tout courant en France. Tu as raison. Ouais. L'open space avait ça de pratique que justement il abolissait les barrières et d'une certaine manière, tu parlais de résistance tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait un peu une résistance à la hiérarchie puisque en abattant les cloisons, on permettait aux gens de se regarder et d'être ensemble dans un même environnement. Et en ça, l'open space a été quelque chose au départ qui a vraiment permis de créer ce lien entre les gens. Si je peux me permettre de rajouter un point sur la notion d'open space à l'américaine,
Au démarrage, en fait, les réflexions autour de l'open space n'étaient pas du tout des réflexions en termes de ressources humaines. Elles étaient des réflexions en termes d'optimisation. Oui, tout à fait. Des résultats. Plutôt de l'utilisation de l'espace, en réalité. Parce qu'on se rendait compte que la consommation de l'espace était une consommation qui n'était pas à 100%, c'est-à-dire qu'un poste n'est pas utilisé à 100% par une personne, mais plutôt à 60 ou 70%. Et l'objet, c'était de se dire comment on peut travailler sur tous ces éléments-là. D'abord en décloisonnant, effectivement, en utilisant moins d'espace personnel pour chacun. Et puis ensuite, petit à petit, en adoptant la politique du free desk pour faire en sorte qu'un espace puisse être utilisé la même journée par plusieurs personnes. Donc il s'agissait vraiment d'une réflexion purement spatiale. Ce qui explique aujourd'hui toute la problématique des corporates qui sont tous passés à l'open space et qui n'arrivent tout de même pas à créer le résultat qu'ils ont tenté de mettre en place par la suite, qui est des salariés plus heureux, qui échangent mieux, qui se parlent, etc. Puisque l'objectif principal et la façon de réaliser les choses a été un objectif vraiment d'optimisation quasi financière de l'espace. Oui, c'est vrai. Les ratios étaient même très serrés, on va dire. Mais j'ai quand même l'impression qu'en France, en tout cas, parce qu'aux États-Unis, ça existe depuis bien longtemps, et en France, je pense que le passage finalement au coworking a été facilité par cette pratique de l'open space, ou non? Ça vous semble complètement deux choses très différentes? Je pense que tu aurais plusieurs versions en fonction des interlocuteurs. Moi, je ne crois pas. Ce qui a facilité le passage en France, c'est en fait un mouvement de mimétisme par rapport à ce qui émergeait aux États-Unis. On a été suiveurs. Sauf qu'on a été suiveurs en intégrant quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a fait venir dans le monde du coworking des corporates qui ont du coup redéfini un peu la notion, le concept même de coworking. C'est-à-dire que là où nous on parle de lien et de communauté, et d'ailleurs on ne parle que de ça, même si, et on en parlera tout à l'heure, les espaces ont leur importance aussi bien sûr. D'un autre côté, on a une définition qui est l'industrialisation de l'espace à tout prix, à toute vitesse. La notion de time to market est très importante. Et donc là, on retrouve quelque chose d'hyper capitalistique et paradoxalement un peu ancré dans le monde d'avant. Donc tu as deux approches qui sont finalement, quand tu regardes de loin un peu un même monde, puis quand tu regardes un peu plus près, c'est deux approches très différentes. Oui, d'ailleurs, on voit des espaces de coworking apparaître qui sont générés par ICAD, par les gros groupes, Bouygues, tous les majors. Et du coup, moi en tout cas, en tant que, entre guillemets, spécialiste de l'espace, je les lis, je pense que je fais bien la différence. Effectivement, comme expliquait Anthony, à boire et à manger dans l'univers du coworking. Même si on a vraiment des perceptions hyper différentes avec certains acteurs du coworking, la réalité, c'est que c'est génial que ce mouvement se développe, quelle que soit la façon dont il se développe. Que ce soit centré sur le bureau, sur l'espace, sur l'humain, sur je ne sais quoi. Parce que petit à petit, ça permet à des personnes de tester des façons de travailler qui sont nouvelles, chacun à leur niveau, on va dire, ou à leur capacité à intégrer le changement. Et puis petit à petit, à aller vers un changement un peu plus profond, un peu plus intérieur, un peu plus lié à l'autre, etc. Mais de toute façon, il faut un point de démarrage. Et certaines personnes sont capables de démarrer directement au sein d'une communauté et d'autres ont besoin d'un temps assez long pour déjà s'habituer à être dans ce que tu appelles l'open space, puis s'habituer à être au contact de l'autre, puis etc. etc. Donc tout ça, c'est que des bonnes nouvelles. Peu importe comment se font les choses, il faut que ça avance de toute façon et c'est bien que tout le monde s'y mette. Est-ce indiscret de vous demander quels sont vos parcours respectifs et puis comment avez-vous démarré et par quel espace, dans quelles conditions? Enfin, là, je parle du Remix Coworking. Me concernant, je trouve ça effectivement un peu indiscret, donc... Non, bien sûr. Allez, Anthony. Le parcours, je suis après un bac scientifique, je suis passé par l'université. Quel bac scientifique? Le bac D scientifique qui glande en fait. Et à l'époque, ça s'appelait bac D. Oui, c'était les bio. C'était pas les matheux, c'était les bio, c'est ça? Mais tu peux aussi remonter à la maternelle si tu veux. Non, mais c'est marrant que t'en parles parce que justement, j'avais une histoire un peu croustillante. Donc, à partir de là, parcours universitaire. Ensuite, Sciences Po, Paris, éco-finance. Donc là, on change un petit peu d'univers. J'ai créé ma première boîte pendant que j'étais à Sciences Po à 23 ans, qui était une boîte de développement web en 97. Donc c'était très rigolo comme aventure parce qu'il n'y avait pas grand monde sur ce marché qui d'ailleurs n'était même pas vraiment un marché. Et il n'y avait pas de normes, donc on pouvait créer beaucoup de choses. J'ai créé la même chose au Maroc en l'an 2000, un peu avant l'an 2000, que j'ai vendu en 2004. À partir de 2004, je suis devenu musicien. Enfin, je l'étais déjà un peu, mais je n'ai fait que ça pendant 2 ans.
J'ai rencontré Hanan en 2004-2005. Puis après, on a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale commune. Donc j'ai réouvert mes volets en 2006. Et une fois que la lumière est rentrée chez moi et dans la tête, on a fait de très belles choses ensemble. Mais peut-être je te laisse te présenter. Ok, donc moi à la base je suis généticienne, donc j'ai fait un DEA en génétique, de la recherche en oncogénèse, donc c'est la science des cancers on va dire. Et puis ensuite j'ai complété tout ça par un master à HEC en gestion de projet, donc avec pour objectif de me dire bon bah ok la recherche fondamentale ça me fait un peu chier, donc je vais plutôt faire de la recherche dans l'industrie pharmaceutique. Mais il se trouve que bah, la vie a fait que quand on se décloisonne et qu'on va dans des univers qui ne nous ressemblent pas, bah, on apprend plein de choses sur nous. Et en l'occurrence, bah, le contact avec les gens, le fait de connaître plein de monde, de voir des visions différentes, ont fait que finalement j'ai choisi d'aller dans un univers plutôt marketing et communication. Donc rien à voir, donc chez DDB, dans une agence de pub. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Anthony et on a commencé à réfléchir ensemble aux notions de planning stratégique, à ce que ça voulait dire d'étudier la sociologie des consommateurs, on va dire, donc de l'humain en règle générale. Qu'est-ce qui nous perturbe dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on vit d'une façon plutôt que d'une autre, etc. Donc on a commencé à analyser ce qu'on appelle les signaux faibles au sein d'une société. Et donc à travailler pour des grands comptes comme Fauchon, Veolia, Caisse d'épargne, sur ce qu'on appelle la conquête de nouveaux territoires. En gros, quand ils avaient des projets qui étaient très perturbateurs de leur modèle actuel, on les aidait à penser à comment pouvoir intégrer tout ça dans un monde qui bouge. Donc voilà, au niveau des parcours et comment on a démarré ensemble et dans quelles conditions, je te laisse reprendre le relais. En fait, à l'époque où on avait l'agence de planning stratégique qui s'appelait Wallace, on était installé au 57 rue de Turbigo. Et voilà, donc qui est le premier espace Remix. Mais tu vas voir comment on a fait le lien. C'est que ces missions étant assez complexes, missions de conquête de territoire faisaient appel à des compétences du type philosophe, sociologue, graphiste, motion designer, tout un tas de compétences relativement pointues et surtout très différentes les unes des autres. À un moment donné, parce que les missions et leur complexité l'exigeaient, on les a appelés, on leur a dit est-ce que ça vous dirait de venir bosser physiquement à l'agence et non plus à distance, pour qui c'était possible. Tout le monde a joué le jeu. Et alors, on a constaté tout un tas de choses. D'abord, on a constaté une augmentation de l'efficacité dans le traitement des missions qui était incroyable, une amélioration de l'enthousiasme qui était évidente à constater parce que les gens étaient heureux d'être ensemble, ils commençaient à se raconter leurs petites histoires quotidiennes, bref, ils créaient du lien et on a vu qu'il se passait quelque chose de très fort, si bien que d'ailleurs, parfois on recevait des coups de fil de gens qui voulaient venir, ils avaient même donné un nom au lieu qui était l'appart, est-ce que je peux venir à l'appart? Et nous on n'était même pas au courant avec Hanan que les gens appelaient ça comme ça, donc à un moment on a reçu un coup de fil, j'ai dit écoutez vous avez dû faire une erreur, au revoir. Et en fait, on a compris que les gens, il y a quelque chose qui se passait avec cette histoire d'appart et que les gens voulaient l'intégrer, voulaient venir, voulaient être avec leurs potes, voulaient être avec leurs collègues. Et là, on s'est dit, OK, il se passe quelque chose qui dépasse le cadre des collaborations classiques. Mais qu'est-ce que c'est? Analyse des signaux faibles, dont parlait Hanan. On a essayé d'en savoir plus et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voyager dans le monde entier, que ce soit à Détroit, Tel Aviv, à Barcelone, à Lisbonne, à Kansas City et dans plein d'autres endroits, pour comprendre ce qui se passait. Et ce qui se passait en réalité, c'est que ce monde dont on parlait tout à l'heure émergeait. On le voyait, on le voit toujours émerger d'une façon différente, avec pour les gens quelque chose qui est désormais très important, qui est la quête de sens et le besoin de créer du lien. Et en gros, ce que je te dis, c'est, pour résumer, l'émergence de communautés. Et donc avec Hanan, quand on a compris ça, on s'est dit on va être une de ces communautés. On a pris notre temps pour réfléchir, parce qu'on avait quand même mis du temps à faire émerger Wallace et à gagner notre vie avec. Mais quand même, le besoin de sens était trop fort. On a décidé de créer Remix le 1er janvier 2013 au 57 rue de Turbigo. Voilà. Ouais, donc vous avez vraiment switché votre activité. On a switché en réalité assez brutalement, mais les choses ont pris du temps dans nos esprits, mais dans les faits, ça s'est fait du jour au lendemain. Mais quelque part, au bout d'un moment, il y avait une espèce de ras-le-bol, comme dit Anthony, de faire des choses qui résonnent plus, quoi. Des choses qui te donnent pas envie de te lever le matin parce que c'est pas porteur de sens, ça fait avancer personne, ça fait pas avancer le monde, ça fait pas avancer la société, et du coup, tout ça s'est accumulé. Et à un moment, on s'est dit, ok, il y a un choix. Est-ce que
parce que comme tout investissement, quand on investit dans quelque chose, du temps, de l'énergie, de l'argent, etc., vient le moment où ça commence à devenir plus important que la réalité de ce que tu vis. Donc tu te dis, j'ai quand même investi 5 ans de ma vie ou 6 ans de ma vie dans un truc, j'ai toute mon énergie, maintenant ça fonctionne. Est-ce que j'ai le droit de le lâcher maintenant? Ça, je comprends complètement. Ça a été une vraie problématique à laquelle nous a aidé à réfléchir d'ailleurs une amie qui est devenue coworkeuse, qui est devenue investisseuse chez nous, qui s'appelle Evelyne Cuot, qui a été un déclic assez important. Je me rappelle de ce repas qu'on a fait ensemble dans un resto. Décembre 2012, voilà. Restaurant asiatique. Où elle nous a dit, mais attendez, les enfants, vous fumez, quoi. Enfin, je veux dire, la question se pose pas. Vous n'allez pas vous imposer toute une vie de choses simplement parce que ça marche et simplement parce que vous commencez à bien gagner vos vies et simplement parce que vous y avez investi du temps. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'investir, mais c'est juste qu'on a pris le mauvais chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dedans. Donc, ça a été un petit... Enfin, c'est pas un petit, ça a été un gros déclic parce que le soir même, on s'est dit, bon, bah, ok, c'est fini. On se donne 3 semaines pour monter notre truc, quoi. Et on a monté Remix en janvier, alors que la réflexion s'est faite. Voilà. Et pour l'anecdote, Evelyne nous a dit, je serai votre première coworkeuse. Et donc, le 1er janvier 2013, elle était s'est là. installée. Ouais, et elle est toujours là, donc tu la vois tous les jours dans l'espace. Et le coworking, en 2013, c'est l'état des lieux du... À l'époque, Ouais. il y avait moins de monde. Ouais. C'est Mais, sûr. mais vous saviez que vous étiez déjà dans une veine. Enfin, il y avait déjà des choses qui existaient. Il y avait plutôt des communautés, en réalité, qui émergeaient un peu. Le mot coworking, en fait, n'était pas vraiment utilisé. C'était des communautés qui existaient en Europe du Nord, en Allemagne, à Philadelphie, etc. Donc, on commençait à percevoir des mouvements de personnes qui se rassemblaient pour faire des choses ensemble, pour travailler ensemble, etc. Le mot coworking, en fait, a mis du temps à vraiment s'imposer. Et puis d'ailleurs, quand ils sont imposés, maintenant, il a pratiquement plus de sens, parce qu'il s'est imposé de manière un peu brutale et sans prendre le temps de définir vraiment ce qu'il y a derrière. Mais à l'époque, je ne sais même pas si on utilisait le mot coworking quand on a commencé à réfléchir en 2012. C'est assez étrange et c'est ce qui peut-être fait que on pourrait penser que, vu notre structuration, on ne va pas assez vite, on pourrait ouvrir beaucoup plus d'espace, on pourrait, etc., etc. Et en fait, non. On a envie que chaque espace, ça soit un réel coup de foudre. On se balade dedans, on imagine des choses dedans, on a envie d'y vivre, on se dit comment les gens vont bouger dedans, comment ils vont se l'approprier. Est-ce qu'il a assez de failles? Est-ce qu'il a des défauts? Est-ce qu'il est humain, quoi? Les grands espaces tout simples, sur des plateaux, des trucs qui pourraient faire qu'on puisse ouvrir en 2 secondes, rationaliser les choses, mettre plus de monde, moins de mètres carrés, enfin tout ça. Je sais pas, on rentre, on n'arrive pas à... On ressent rien, en fait. On ressent pas. Donc ça a été des vraies discussions entre nous là-dedans, mais ça serait un peu con de se dire qu'on a abandonné un premier métier parce qu'on n'y trouvait pas de sens, parce qu'on faisait des choses qui ne nous faisaient pas plaisir, parce que je ne sais quoi, pour ensuite commencer à petit à petit à rentrer dans un truc systémique. Ouais. Donc voilà, on essaye de processer le maximum de choses pour que ce soit quand même un business et qu'on puisse atteindre l'équilibre, etc. Mais ça, c'est impossible, en fait. C'est le point sur lequel on n'arrive pas à avoir d'aspirationnel, quoi. Voilà. Et je pense que ça se lie au cours des petites écuries. Donc, c'est un côté new-yorkais, atelier, tag, etc. C'est vraiment, je crois que vous l'avez très bien ressenti. Mais comment vos archis? Non, oui, des archis? Ou est-ce que c'est toi, Anan, qui va chiner, qui a dessiné? Alors, en fait, à la base, on rêve d'avoir des partenaires avec lesquels on pourrait avancer sur tous nos projets. Oui. On espère en avoir trouvé un. Rita, il est juste derrière moi. Mais on s'est à chaque fois heurté à des compréhensions ou du décryptage ancien monde, nouveau monde. À chaque fois, on essayait de nous mettre dans des cases de... Bouygues fait comme si, c'est une personne tant de mètres carrés, il faut 50 millions de WC par je sais pas quoi, enfin bon bref, des trucs, et sans penser à vraiment l'authenticité, le fait qu'on ait envie de se sentir à la maison. Un exemple juste au niveau décoration, il y a des choses qui peuvent paraître, manquer de sens,
au niveau rationnel quand on va choisir des chaises, des tables, des je ne sais quoi, parce qu'on va choisir des choses qui, certes, vont s'abîmer au bout d'un an, alors que normalement, il faut prendre des choses qui s'abîment au bout de 3-4 ans, ou j'en sais rien, etc. Nous, on est dans une stratégie où on préfère que les choses s'abîment tous les ans, parce qu'elles sont plus fragiles, et on va les acheter, je sais pas, à Ikea, à la Redoute, à tout ce qui peut paraître super débile, mais exactement ce qu'on fait à la maison, parce qu'on a envie de se sentir bien. Et donc, du coup, il y a ce mélange entre des choses ultra pro, avec du matériel ultra technique, avec du mobilier ou des revêtements qui sont très pro, et puis tout un tas de choses qui sont exactement celles que tu aurais choisies, par exemple, si tu meublais chez toi. Et donc, on arrive sur des projets qui sont un peu compliqués parce qu'ils sont entre la maison, l'hôtel, le bureau. Et trouver des partenaires qui arrivent à penser le projet de cette façon, c'est hyper compliqué. Si vous regardez aujourd'hui les différents sites avec les photos des coworking space un peu partout, en France ou d'ailleurs en Europe, monde, etc., c'est flagrant. On a l'impression que c'est fait par le même architecte, et je me demande si c'est pas le cas d'ailleurs. Parce que ils ont Il n'y a tous, pas d'âme. ouais, ils sont tous pareils. C'est marketé. Et c'est exactement ça qu'on a envie d'éviter. Il y a une culture de l'esthétique, au sens figé un peu du terme, qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que totalement. un bureau cool, c'est un peu de bois apparent, un peu de peinture ceci et un peu de machin. Bon, c'est pas ça dont on parle. On parle de, comme disait Anan, de lieu de vie, de lieu où on se sent chez soi. Ça peut pas répondre à ces normes-là. On est dans autre chose. Donc pour toute la partie à proprement parler technique de conception démarrage, on a toujours eu des architectes qui nous ont accompagnés au démarrage sur tous les plans techniques, les appels d'offres, etc. Ensuite, on a géré nos travaux, ce qui n'est pas une mince affaire, seul ou quasi seul. Et puis toute la partie décoration, aménagement, on l'a fait tous les deux. Grosso modo, j'ai un peu plus de responsabilité ou de fonction là-dedans parce que c'est mon job au quotidien. Mais après, on passe des week-ends entiers à chiner, à s'inspirer, à s'envoyer des photos, je ne sais quoi, pour avoir quelque chose qui nous convienne tous les deux, parce qu'en fait, on est très différents et on a des visions très différentes de ce que c'est qu'une vie chez soi, ce qu'on aime avoir, etc. Et puis, on joue de cette richesse-là et de cette différence, de la même façon qu'on espère que les remixeurs profitent de ce décloisonnement, parce que nous, on le vit au quotidien. Et donc, de se dire que Anthony a une vision de l'intérieur, de la décoration, etc., qui est très particulière. Moi, j'ai une vision qui est extrêmement particulière. Et puis, on arrive à trouver quelque chose qui soit un juste milieu. Et ce juste milieu... Le dénominateur commun, c'est l'espace, en fait. Mais ce juste milieu n'est pas quelque chose... Comment dire la plupart du temps, les gens ont l'impression que quand on arrive à un compromis, c'est quelque chose qui va être fade. Parce que finalement, chacun a lâché quelque chose. Et au final, ça donne un truc pas très cool. Mais en réalité, quand on arrive à trouver les vrais dénominateurs communs qui ont du sens, qui sont des réels artefacts de la pensée, eh ben, on arrive à créer quelque chose qui n'est pas fade alors même qu'on est dans le compromis. Donc voilà. Le lieu, l'espace doit être un terrain d'expérience humain, professionnel. On ne peut pas juste le concevoir comme quelque chose qu'on va rationaliser, qu'on va diviser, qu'on va subdiviser, qu'on va louer, relouer, surlouer. C'est pas ça. Nous, comme tu as compris, l'espace arrive assez tard dans notre équation à nous, parce que nous, on est des bâtisseurs de communautés. On part du principe que les gens, il faut les réunir, donc il faut des lieux. Tu vois, c'est dans cet ordre-là que ça se passe pour nous. Et à partir du moment où on décide d'avoir des lieux, il faut que des expériences puissent se mener. En premier lieu, celle du travail quotidien, certes, mais celle des loisirs, celle de savoir aussi ne rien faire, celle d'être étonné, celle d'apprendre. Donc l'espace doit avoir plein de fonctions qui épousent les formes des besoins de ce que nous, on appelle les nouveaux travailleurs. C'est-à-dire les gens qui ont un tas de nouveaux besoins pour donner du sens à leur vie professionnelle, voire personnelle, en 2017. Un des points aussi importants dans nos choix d'espace, aussi bien que de quartier, que de mobilier, que d'aménagement, etc., c'est une des valeurs principales du remix, qui est l'authenticité. On part du principe que si tu fais pas l'effort d'être authentique, pour peu que ce soit un effort au démarrage, mais ça l'est toujours quand on est dans un mouvement de changement de vie, si tu fais pas cet effort-là, tu peux pas aller vers l'autre en réalité, parce que tu vas lui présenter quelque chose de superficiel, qui n'est pas vraiment toi, et donc la création du lien va être superficielle, et donc c'est absolument l'inverse de ce qu'on a envie de construire. Pour l'espace, c'est pareil. On se dit qu'on ne peut pas demander à des gens de faire un effort important dans l'authenticité, c'est-à-dire de se découvrir, d'être à nu, de donner d'eux-mêmes et de recevoir des autres dans cette authenticité, et choisir des endroits qui ne le soient pas.
Donc il faut que nos lieux soient aussi authentiques, il faut qu'ils aient cette histoire, il faut qu'ils aient du vécu, il faut qu'on les pense de cette façon-là. Et donc on va s'éloigner un peu de tout ce qui est fake ou tout ce qui peut, en tout cas tout ce qui ne nous semble pas porter suffisamment d'authenticité. Et donc c'est pas évident, enfin c'est un mode de réflexion qui est vraiment pas évident du tout. Oui, il faut se redéfinir à chaque projet finalement. Exactement. Ouais. Ouais. Et la différence d'ailleurs entre Cours des petites écuries et le CSB, là où nous sommes, c'est saisissant et en même temps, je trouve que c'est hyper attachant. Et je crois que quand la dernière grande soirée remix, parce que vous organisez des soirées 2 fois par an, entre tous les coworkers, certains se définissaient comme 24 CPE, donc Cours des petites écuries, les autres les CSB, ouais, vous êtes des bourgeois, et donc du coup, et c'est vrai, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que du coup, il y a un esprit des lieux dans chaque espace que vous proposez qui est différent. Et du coup, je pense que pour X raisons, je pense qu'on pourrait interviewer chaque coworker dans les choix géographiques. C'est Oui, certainement bien sûr. la facilité d'accès par rapport, je pense, mais peut-être pas seulement. Juste un petit rappel pour les auditeurs qui nous écoutent. En fait, le CSB rue de Bucarest, c'est une ancienne maison close. Donc effectivement, on a choisi de rechercher dans cet espace tout le passé de la maison close. Donc on a détruit les faux plafonds, les sols, enfin la totalité pour essayer de retrouver les vestiges historiques de cette maison close. Et de fait, on l'a vraiment travaillé dans un esprit de transgression pour qu'elle puisse vibrer en cohérence avec son passé et que le futur soit aussi dans ce sens-là. Cours des petites écuries, c'était les anciennes imprimeries du Petit Parisien. Donc c'était un lieu hautement culturel finalement à l'époque, puisque c'était la fabrication de la culture telle qu'elle était dans les années au début siècle, en tout cas autour de 1930, etc. Et où on y installe finalement une nouvelle forme de culture. Mais c'était important pour nous que ce ressenti-là de culture, encore une fois transgressif, mais c'est de la culture, soit ressenti dans cet espace. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui forment des communautés où il y a vraiment tout est recentré autour de l'humain. Ça fait très plaisir de te l'entendre dire. En fait, c'est un pari sur l'avenir d'une certaine manière. Nous, on pense que les grands acteurs, par leur approche industrielle, vont ouvrir le marché et que nous, on fait un autre métier qui est de bâtir des communautés. Donc on espère que ces gens-là vont pouvoir nous amener plein de coworkers, comme ils commencent déjà à le faire. Mais c'est pas là-dessus qu'on table. Nous, on table sur le fait que il y aura 2 façons de pratiquer le coworking, entre guillemets. Une qui est de profiter d'espaces flexibles, etc. Une autre qui est de choisir sa communauté. Et c'est ça que propose Remix. Donc, pour répondre à ta question, non, on n'a pas peur. De toute façon, on n'est pas le genre à avoir peur. Et à vrai dire, même, on admire des gens comme WeWork, on trouve leur travail fabuleux, on les a suivis depuis toujours. On ne fait pas le même métier, mais on trouve que leur capacité à avoir chamboulé l'univers de l'immobilier, pour le coup, parce que c'est ce qu'ils ont fait, transformer tout un pan d'une industrie quasi mortifère en aussi peu de temps, c'est juste incroyable, ils sont fantastiques. Donc nous, on n'en a pas peur, on est plutôt en admiration de leur boulot. Et puis quels espaces, il faut y aller, parce que c'est magnifique ce qu'ils font. Ouais, c'est très beau. Dans les profils de coworkers qui occupent ces espaces, je pense qu'il y a certainement une différence avec les profils que vous accueillez dans vos espaces. Oui et non. En fait, tu as plusieurs populations en réalité. Tu as des gens qui sont des early adopters, c'est-à-dire des gens qui s'essayent au coworking, mais ne savent pas encore exactement ce que c'est. Donc tu as toute une population intermédiaire qui est là en train de se former une opinion sur ce dont ils ont besoin, ce qu'il leur faut. Donc ils vont essayer 1, puis 2, puis 3. Ça se retrouve d'ailleurs dans les statistiques. Les gens changent de plus en plus d'espaces de coworking et on pense que c'est juste le signe qu'il y a une offre qui est importante et que ça leur permet de tester la communauté où ils vont se sentir bien. Puis tu as des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent. Par exemple, tu as des boîtes, tu as beaucoup de corporates qui maintenant mettent des départements entiers de leurs entreprises dans des espaces de coworking, entre guillemets. Et puis tu as des gens qui partent d'un espace à l'autre. En gros, on est dans cette période où les gens sont en train de se construire leur volonté. Et voilà. Pour rebondir sur ce que dit Anthony, en fait, effectivement, on pense que ce sont les mêmes personnes en termes de profil professionnel, pour la majorité en tout cas, mais ce ne sont pas les mêmes en termes d'évolution sur le rapport à l'autre, au lien, à la société, etc. Au début, quand on a démarré avec Anthony, il n'y avait pas de sélection au remix au tout début, en 2013. Tous les gens qui voulaient participer à l'expérience remix étaient les bienvenus. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile pour des gens qui étaient uniquement à la recherche de bureaux de les faire adhérer à un concept communautaire. C'est de leur dire, l'objet quand même ici, c'est de partir
participer, de partager, d'avancer, d'être un peu dans sa zone d'inconfort. C'est pas d'être dans un bureau douillet, etc. Et d'où cette sélection qui est finalement arrivée, je pense, 1 an ou 1 an et demi après le démarrage de Remix. On s'est dit, bon, nous, notre objet, c'est d'aider les personnes qui expriment déjà cette envie forte d'apprendre à savoir vivre ensemble, à le faire dans de bonnes conditions. On ne peut pas changer les gens qui n'en ont pas envie. Donc, de fait, on a démarré cette sélection-là en se disant, ok, notre critère principal, c'est déjà cette envie. Tu as envie d'être là. Et cette envie, elle vient petit à petit avec le temps, avec son propre développement personnel, etc. Donc, on a les mêmes populations professionnelles, mais pas du tout les mêmes personnes au niveau de l'évolution par rapport à cette envie de savoir vivre ensemble. Et est-ce que les profils changent beaucoup ? Il y a un turnover important ou il y a 2 questions en une. Les profils sont par nature très différents les uns des autres au Remix, puisque on a 50% d'entrepreneurs et 50% de créatifs. Et quand on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose. Parce que qu'est-ce qu'un entrepreneur et qu'est-ce qu'un créatif ? Un entrepreneur, ça va de la jeune start-up early stage à la boîte qui est déjà plus installée, plus mature, qui est sur une tendance de croissance différente. Il y a tout un tas de typologies d'activités. Et puis pour les créatifs, ça va de l'architecte au motion designer, mais en passant aussi par le tatoueur, le peintre, etc. etc. Donc c'est pour cette première question, les profils sont très très différents. Pour ce qui est du turnover, il est assez faible et on observe plusieurs choses. D'abord que chaque communauté, chaque lieu, à un moment donné, acquiert sa maturité. Et plus ce lieu devient mature, plus la communauté s'installe, plus elle est engagée, plus elle est impliquée, plus le turnover est faible. Puis il y a une autre chose aussi, qui est qu'il y a plusieurs façons de parler du turnover. En général, les professions indépendantes, les entreprises stabilisées, sont sur des turnovers extrêmement faibles, qui est moins vrai concernant les startups, qui, elles, sont tenues par tout un tas de contraintes et d'objectifs à atteindre, qui les rendent un peu différents en termes de manière de fonctionner au sein de la communauté. Et de fragilité financière aussi, Bien c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui peuvent mourir malheureusement au bout de quelques mois, ou en tout cas avoir besoin de passer de 10 à 2, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas, ils ont besoin de ce passage-là pour ensuite, peut-être dans les mois à venir, remonter en puissance. Donc c'est plus à ces aléas nécessaires en fait, de la vie d'un start-upper. Et donc on va revenir vous à votre activité propre. Vous avez donc une marge de progression devant vous. Déjà, comment vous envisagez l'avenir ? Déjà on a la vie en marge de progression, ça c'est plutôt cool. Donc je nous la souhaite longue pour faire tout un tas de choses. Donc oui, marge de progression humaine déjà, parce que tous les jours on apprend à comprendre les gens qui nous entourent. On a un board génial avec des sociologues dedans, etc. pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que se faire confiance, ce que c'est que créer du lien, ce que c'est que de vivre ensemble, etc. Donc une marge de progression finalement intellectuelle et émotionnelle qui est importante. Ensuite, une marge de progression purement business, si c'est ça la question, qui évidemment est infinie. Quant au rythme, on n'en a aucune idée. Parce qu'on ça durera le temps que ça durera. Ça ira aussi vite ou aussi lentement que ça doit l'être pour que l'objectif principal, qui est le lien social, soit respecté. Donc si ça peut aller vite, ça ira vite. Si ça doit aller lentement, ça ira lentement. Voilà. Et alors, l'innovation aujourd'hui dans le coworking, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore faire évoluer ? Parce que moi, je le pratique tous les jours. Une radio, c'est merveilleux. Moi, j'étais vraiment, je l'ai dit lors de mon dernier pitch, tout le monde m'a dit « Ah, quand tu parles de la radio, ton visage s'illumine. » Parce que c'est vrai que les archis, j'adore. J'en suis pétrie dans tous les sens et je suis tombée dedans. Mais il y a des moments, c'est un petit peu lourd. Peut-être pas redite ou parce que ce sont des personnalités très fortes et que c'est vrai qu'il faut quelque part matcher avec eux et que ça prend beaucoup d'énergie. Bref, la radio est un espace qui, moi, me plaît énormément. Donc, merci pour cette... et puis, il y a la salle de cinéma. Donc, on a vraiment des outils. Je pense que dans une communauté, ça devient... moi, je suis ravie, quoi. Et quand j'ai fait parce que j'ai participé à Réinventer la scène, des réunions de projet, on a été shortlistés, mais pas retenus à la fin, malheureusement. Mais quand tous nos partenaires arrivaient là en réunion, ils étaient là. Waouh, c'est super, est-ce qu'on peut regarder et tous, et pourtant ce sont des gens du métier, étaient vraiment intéressés par ce qu'ils voyaient en termes de qualité d'espace. Voilà.
Donc, Alors, pour en revenir à l'innovation. Alors justement, je crois que tu as tout dit, en fait. Tu as apporté la réponse dans ta question. L'innovation, c'est ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on ne voit pas. Pour nous, la véritable innovation, c'est exactement ce que tu as décrit en parlant de ton expérience à la radio. C'est-à-dire qu'au départ, tu arrives, tu vas à un studio de radio, et on te dit, tu es là depuis un certain temps, tu peux faire ton émission, tu te lances, et puis on mesure l'aisance, la progression, d'émission en émission. Et ce qui est vrai pour toi est vrai d'ailleurs pour tout un tas de remixeurs qui ont leur propre émission maintenant, et cette émission a tendance à devenir un rendez-vous et a tendance à s'intégrer à leur business. Pour nous, ça, c'est de l'innovation. On crée les conditions d'expérience humaine structurantes. Et cette démarche, elle va continuer, elle est virtuellement infinie. Quand on pense qu'il y a un surf camp qui s'organise à la fin de l'année, ça c'est très ludique, mais qu'il y a aussi des ateliers de storytelling qui sont beaucoup plus ancrés dans la faculté des gens à s'exprimer, à se raconter, etc. C'est ça l'innovation pour nous. Donc l'innovation pour nous, elle est humaine, elle reste humaine, et on ne fera là aucun compromis sur les outils qu'on peut mettre à disposition des gens pour valoriser ces expériences. Après, peut-être que d'autres te parleraient d'innovation au niveau de siège ergonomique, etc. Mais alors ça, je leur laisse t'en parler. La science du siège. Voilà. C'est moins notre domaine d'expertise. Anan, on aime bien, tu sais, on a un peu ce tempérament de pionnier, non ? Pionnier, peut-être. Ça fait plaisir que tu le dises, mais on est pragmatique aussi. C'est-à-dire que la vision, pour qu'elle s'applique, il faut qu'elle ait un terrain qui soit solide, qui soit ancré. Et on pense qu'il faut faire les choses par étapes. Donc on ne s'est pas précipité sur cette première étape, qui était l'étape de comment est-ce qu'on bâtit des communautés. Maintenant, on sent qu'on est mûr pour entrer dans un développement national. Je pense que naturellement, ce qui va succéder au développement national, c'est le développement international. Et effectivement, il y a des villes et des pays qui nous font rêver incroyablement. D'ailleurs, des endroits où on a déjà été par le passé. Juste pour rebondir sur ce point de développement à l'international, donc du coup, comme tu as pu le constater pendant cette interview, nous, notre cœur de métier, c'est de créer du lien social entre les gens, donc un savoir-vivre ensemble. Et on a beaucoup basé notre méthodologie sur de la réflexion socio. Et cette réflexion socio, elle est liée à l'évolution d'une psychologie commune partagée par un pays, donc une nation, une histoire commune, une façon de penser le monde, etc., etc. La façon de créer du lien en France n'est pas la même que la façon de créer du lien ailleurs. Aujourd'hui, on peut se dire, ok, on est mûr pour créer un espace ailleurs. Est-ce qu'on l'est pour créer une communauté ? C'est une autre question. Donc, il y a aussi, si on suit la logique de notre développement qui est vraiment de créer du lien et de créer des communautés, il va falloir un temps de réflexion communautaire sur qu'est-ce que c'est que créer du lien en Allemagne, qu'est-ce que c'est que créer du lien au Maroc, qu'est-ce que c'est que créer du lien en Israël, qu'est-ce que c'est que créer du lien aux États-Unis. Et donc, c'est des réflexions encore différentes. Un mot pour la fin ? Le bon vieux temps, c'est maintenant. Ouais. Oui, merci à tous pour cette longue interview, le temps consacré. Et puis j'espère que ça générera d'autres rencontres autour du micro. Merci à tous. Merci à toi. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.